bon, oui, moi que je baisse davantage. Voilà. En tout cas, le remercier pour son accueil et puis remercier aussi l'ensemble de la paroisse et bien de nous accueillir dans un lieu aussi magnifique et qui est vraiment un lieu de paix. Qui est un lieu de paix. Et si cette paix-là pouvait arriver dans notre pays, elle viendra, nous le souhaitons vivement. Ensuite, mon deuxième mot, c'est évidemment vous accueillir tous ici, ou bien d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'ici pour nous donner l'occasion de nous rencontrer et puis bon, de mieux nous connaître et puis ensuite, évidemment, de discuter sur des choses qui concernent le pays. Alors, on m'a donc demandé de parler des enjeux du projet de nouvelle constitution. Alors, ce terme enjeu, ça signifie au fond, qu'est-ce qu'il y a en cause? Qu'est-ce qu'on va gagner ou qu'est-ce qu'on va perdre dans ce projet de nouvelle constitution? C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on peut y perdre? Donc, au fond, la réflexion que je vais mener avec vous, elle va consister tout simplement à se demander si le contenu du projet de constitution va permettre aux Maliens de mieux vivre, d'être davantage en bonne entente entre eux, d'avoir une bonne gouvernance, d'avoir un président de la République, des députés, des sénateurs, des juges, des magistrats, des agents de l'administration, toute personne qui concourt vraiment au bien-être de tous, qui travaille véritablement dans l'intérêt général et non pas dans leur seul propre intérêt ou ceux de leur famille. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler que la Constitution, c'est ce qu'on va appeler la loi suprême. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en dessous de sein de l'État doit avoir été prévu dans la Constitution. C'est pourquoi la Constitution est très importante. Si la loi est importante, la Constitution est encore plus importante. Donc, parler des enjeux de la Constitution, ça veut dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans pour régler tous les différents problèmes auxquels les Maliens sont confrontés. Alors, si vous voulez, eh bien, justement, je pourrais presque partir de l'idée simple qui est la suivante. Donc, les gens ont manifesté contre le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2019, en 2020. Ils ont même fini par le faire partie du pouvoir. Alors, on a fait partie du pouvoir parce qu'on a estimé que sa gouvernance n'était pas bonne. Est-ce que ça veut dire que la Constitution n'était pas bonne? En tout cas, ça veut dire que les Maliens rêvaient à quelque chose. Ils rêvaient d'avoir un certain président. Ils rêvaient d'avoir une certaine justice. Ils rêvaient d'avoir une administration d'une certaine qualité. Ils rêvaient d'avoir une armée d'une certaine qualité. Voilà. Alors, donc, si nous parlons de nouvelle constitution, ça veut dire que tout ce qui existait du temps, donc le l'État, on veut le mettre de côté et mettre en place autre chose. Voilà. Quelque chose de nouvelle. Alors, donc, ma question, donc les éléments que je vais essayer de traiter sont donc les suivants. Est-ce que la Constitution va permettre tout d'abord d'avoir un plus grand respect des droits de chacun de nous? Est-ce que nous aurons davantage de droits? Est-ce que nous serons davantage en démocratie? C'est ça, au fond. Qu'est-ce que c'est que la démocratie, sinon un régime politique dans lequel les libertés existent, les libertés de tout le monde, et que chacun a le droit d'être libre, de faire ce dont il a envie, à condition de ne pas nuire à autrui. C'est ça. Donc, les libertés, c'est ça. Alors, est-ce que ces libertés existent? Voilà. La démocratie, elle signifie qu'on a un pouvoir qui est organisé de telle sorte que
les gens, tout le monde participe au pouvoir. Qu'il n'y ait pas des gens qui soient exclus. C'est ça la démocratie. Et donc, la question est, est-ce que ce que prévoit la Constitution va nous permettre de tous participer à notre niveau au pouvoir. Voilà. Alors, donc, vous voyez, les questions sont... Tout ça, ça doit être prévu dès l'origine de la Constitution, même si après c'est délié dans la Constitution. Autre question qu'il faut aborder, est-ce que la nouvelle Constitution que l'on nous propose va permettre au pays d'être davantage souverain? Ça veut dire maître de lui-même. Maître de lui-même. Peut-être qu'on a eu l'impression que pendant le temps du régime précédent, le pays ne décidait plus pour lui-même. Qu'on avait l'impression que c'était d'autres personnes qui décidaient pour lui. Que sa défense était assurée par d'autres et non pas par lui-même. On avait l'impression que ses richesses naturelles, d'or et autres, ne sont pas exploitées pour le pays, mais exploitées par d'autres et pour d'autres. Voilà. Est-ce que la Constitution va permettre, la nouvelle Constitution va permettre, oui, d'être davantage maître de tout ça? Et puis, les gens, pendant les manifestations, ont beaucoup dénoncé ce qu'on a appelé la corruption. Voilà. Et pour l'enrichissement illicite. Les deux choses ne sont pas identiques. La corruption signifie que quelqu'un qui occupe un rang avec un certain pouvoir accepte de recevoir de l'argent pour accorder des faveurs à quelqu'un. Des faveurs qui sont parfois imméritées. C'est ça la corruption. L'enrichissement illicite, on n'a pas forcément de preuve qu'il y a eu corruption. Mais ce qu'on constate, c'est que la richesse ou le niveau de vie que la personne mène, ça ne correspond pas du tout au salaire que la personne est censée gagner. Alors on dit, il y a quelque part un enrichissement qu'on ne comprend pas. Et on dira alors que l'enrichissement est illicite. Voilà, faire la distinction entre deux choses, la corruption et l'enrichissement illicite. Alors, cette corruption et ces richesses qu'on a vues éclore, est-ce que cela va être désormais combattu par la nouvelle Constitution? Ou encore, autre question toujours que je vais essayer d'aborder, justement le président, est-ce qu'il va être davantage responsable de ses actes? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Ça veut dire qu'on puisse lui dire, vous avez fait ceci, nous ne sommes pas d'accord, nous vous renvoyons chez vous. Est-ce qu'il va être davantage amené à rendre compte au peuple malien des actes qu'il pose? Voilà. C'est ça les enjeux. Ça veut dire, au fond, la nouvelle Constitution, voilà, est-ce qu'elle crée des obligations qui font que le président rend effectivement compte de son action, ou que ce qu'il a promis, il a effectivement fait? Parce que, effectivement, combien de fois a-t-on eu l'impression que nos gouvernants, ils n'étaient responsables de rien, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, y compris, parfois nuire même aux individus, aux personnes, dans leur droit. Voilà. Alors, est-ce que la Constitution, prévoit des choses qui vont permettre de lutter efficacement contre cela? Ou encore, le Parlement que nous voulons mettre en place. Alors, un Parlement, le Parlement, au fond, qu'est-ce que ça signifie? Le Parlement, ce sont nos représentants. Comme tous les Maliens, nous sommes quand même 20 millions aujourd'hui. Même si on enlève les enfants, il y a quand même encore au moins 10 millions de Maliens qui sont en âge, de voter, etc., de comprendre un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'on peut réunir tous ces Maliens pour gouverner le pays tous les jours? Ce n'est pas possible. Donc nous désignons des représentants que nous allons appeler les parlementaires. Alors, ces parlementaires, nous avons, la Constitution prévoit qu'ils seront de deux catégories. Il y aura d'un côté des députés et de l'autre côté des sénateurs. Est-ce que ces parlementaires qui sont prévus dans le projet de Constitution, ils vont vraiment être nos représentants? C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les lois qui sont votées
soient des lois qui conviennent au peuple malien et qui permettent de les protéger. Voilà. Et non pas, comme parfois on a eu l'impression que ça se passe dans les temps précédents, on a des députés qui, en fait, sont juste là pour voter les projets que le gouvernement lui soumet. Ils votent et puis après ça, ils ne discutent même pas. Et normalement, comme c'est la représentation du peuple, eh bien, c'est lui qui doit pouvoir demander des comptes au président. Il doit pouvoir demander des comptes eh bien, au Premier ministre, au ministre. Alors oui, vous avez entendu parler justement autrefois des interpellations. Ah, les interpellations ministérielles. Le Parlement, aujourd'hui, c'est la science des interpellations. C'était déjà, eh bien, une petite réponse. Mais est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on va aller plus loin dans la nouvelle constitution? C'est une des questions qu'il faut se poser. Et ne parlons pas de la justice. Combien de fois nous sommes plaints de la justice malienne? Que cette justice est corrompue, que la justice, eh bien, elle est rendue toujours en faveur des riches et jamais des pauvres. Et donc, est-ce que la Constitution va permettre que désormais la justice soit plus équitable et soit rendue non pas en raison de votre puissance, mais tout simplement en raison du droit de chacun. Voilà. C'est ça. Donc, l'enjeu, c'est dit, la Constitution maintient les garde-fous pour permettre d'avoir une vraie justice. Alors, et enfin, on pourrait poser la question, combien de fois nous, Maliens, avons été déçus de notre administration, de nos maires, en passant évidemment par les directeurs de cabinet dans les ministères, dans les agents qui sont responsables de tel ou tel domaine, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'éducation, que ce soit le service des mines, que ce soit le service du commerce, etc. Comment avons-nous été déçus parce que vous allez dans un ministère, vous ne trouvez ni le secrétaire, ni évidemment personne. Est-ce que oui ou non, il y a des choses qui sont prévues dans la nouvelle constitution pour que cela change. Voilà. En fait, parler des enjeux, si vous voulez, c'est faire, voir si les souhaits qui sont exprimés à travers ces manifestations que vous avez entendues, est-ce que oui ou non, elles sont réelles, est-ce qu'elles sont prises en compte dans le projet de constitution qui nous est proposé. Voilà. Alors, je vais essayer de n'être pas trop long, mais chaque fois je vous dirai, ceci existait déjà, mais voici les choses nouvelles. Voilà. D'accord? Alors, donc, si nous parlons tout d'abord des droits de chacun, puisque j'ai énoncé finalement 7 chapitres, si vous avez bien noté. Les droits de chacun. Alors, en ce qui concerne les droits de chacun, la liberté de commerce, la liberté d'aller et de venir, tout cela, ça existait déjà dans la Constitution de 1992. Celle-ci, donc celle de 1992, je voulais amener, voilà, vous avez le texte ici, le premier projet, l'avant-projet, et auquel j'avais beaucoup travaillé, qui a été modifié par la commission de finition, mais en fait, elle a touché sur certains aspects, mais sur des questions qui ne sont pas fondamentales. Donc, donc, tout cela, si vous voulez, c'est le droit à la liberté, la liberté de commerce, la liberté de fonder une famille, et le droit à l'éducation. Tout cela, c'était affecté. Je n'y reviens pas. Donc, c'est maintenu dans la nouvelle constitution. Mais il y a quelques petites nouveautés. C'est que désormais, et vous voyez un peu le clin d'œil, on ne peut pas faire une discrimination à l'égard d'un Malien parce qu'il est originaire d'une région donnée. Donc la discrimination régionaliste, elle est interdite. Et sans doute, y a-t-il eu des pratiques au Mali où effectivement, ah oui, toi tu viens du Nord, non, toi tu ne dois pas occuper tel poste. Voilà. Toi tu viens de telle région, tu es de Caille, toi tu ne mérites pas ceci. Toi tu viens de telle région, tu viens de Ségou. Voilà. Donc, c'est quelque chose sur quoi on a pointé le doigt et qui ne devrait plus se produire dans l'avenir. Bon, on a dit que c'est une discrimination qui est prohibée. Je regrette personnellement qu'on ne dise pas comment un tel acte de discrimination sera puni.
Voilà. Il faudrait prévoir comment l'acte sera puni. Ça, ce serait idée. Malheureusement, et ce que je viens de faire là, je le ferai souvent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un petit pas, mais peut-être aurait-on pu faire mieux. De même, il est prévu, et ça c'est bien, que les enfants ne peuvent plus être employés n'importe comment. Et vous avez vu que souvent les enfants sont... C'est comme une traite, c'est une traite des enfants. Les enfants, il est interdit aussi de les enrôler et bien dans les mouvements extrémistes violents. Ça, le nouveau texte, ça n'existait pas avant. De même, eh bien, l'esclavage est interdit. C'est l'article 4. Et puis, quelque chose qui est nouveau. Quelque chose qui est nouveau. Vous n'y avez pas été sensible, sans doute. Mais c'est nouveau au sens où, effectivement, l'ancienne constitution n'a pas été aussi précise. Personne ne peut être arrêté, détenu pendant plus de 48 heures si un magistrat du siège ne l'a pas décidé. De même, personne, eh bien, ne peut tout simplement être arrêté, mis en dépôt, si ce n'est pas un magistrat du siège. Alors là, juste une petite explication. Aujourd'hui, en fait, quand nous parlons des magistrats, nous avons deux catégories de magistrats. Ce qu'on va appeler les magistrats, eh bien, du parquet et les magistrats du siège. En fait, les magistrats du parquet, ce sont eux, c'est les magistrats qui peuvent recevoir directement des ordres du ministre de la Justice. Et alors, effectivement, aujourd'hui, de tels magistrats peuvent arrêter un Malien, peuvent demander d'arrêter un Malien et de le mettre en prison. Désormais, c'est interdit. Parce qu'en fait, ce magistrat-là ne fait qu'exécuter une volonté d'un ministre. On dit que c'est interdit. Et seuls ce qu'on appelle les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui jugent, ces magistrats-là, c'est eux ceux qui peuvent demander de vous mettre en dépôt. C'est quelque chose auquel, évidemment, ce sont des subtilités de droit, mais c'est bon quand même à savoir que nous sommes plus protégés qu'on ne l'était avant. Voilà, par ces dispositions. Nous avons mis dans on peut le lire dans le texte, eh bien, que le mariage est garanti. Le droit au mariage est garanti. C'est très bien. Et que ce mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Bon, c'est très clair, c'est très net. Certains, au moment où cet article n'existait pas dans l'ancienne constitution, eh bien, quand ça a été discuté, eh bien, certains avaient souhaité qu'on ajoute que les mariages forcés sont interdits, ou les mariages précoces. Ça a soulevé beaucoup de discussions. Et finalement, ça n'a pas été mis dans le texte. Parce que les mentalités ne sont pas mûres. Les mentalités ne sont pas mûres, mais on voudrait bien y arriver. On voudrait bien y arriver. Et alors, certains disent, mais de toute façon, il y a la loi pour ça. Mais alors qu'il aurait fallu le mettre dans la Constitution pour mieux protéger eh bien, les jeunes filles. Voilà. Mais ça a donné lieu en tout cas à un débat. Peut-être que, voilà, lors d'une révision constitutionnelle un peu plus loin, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut attendre que les mentalités évoluent. Et j'allais dire que ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs, c'est que pendant, une fois que l'avant-projet avait été adopté, que vous les femmes, vous n'ayez pas beaucoup forcé pour que ce soit inscrit justement dans la Constitution. Parce qu'il y a beaucoup de points qui sont forts et sur lesquels bon, vous n'êtes pas suffisamment appesantis. Et ça là, on ne faisait pas. C'était un des points qu'il aurait fallu relever. Voilà, vous voyez, sur nos libertés, et je dis non, tout le reste. Alors, est-ce que nous pouvons bénéficier du soutien de l'État? Oui, ça c'était déjà inscrit dans l'ancienne constitution. Donc, je suis malien, je suis expulsé de notre pays, mon pays est obligé de m'accueillir et au moins de me donner les premiers moyens pour vivre quelques jours. Voilà. Tout ça, c'était inscrit déjà dans l'ancienne constitution, c'est maintenu. Voilà. Donc, les droits. Alors, évidemment, est-ce que, alors ça c'est le deuxième point, est-ce que la constitution nouvelle va permettre au Mali de mieux asseoir sa souveraineté? Voilà. Alors, il y a au moins 3 articles que je vais simplement vous citer. Bon, ça va paraître un peu abstrait, mais je vais peut-être expliquer. Le premier article, c'est l'article 41, qui dit ceci: l'État exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national,
toute atteinte à l'intégrité du territoire national est un crime contre la sûreté de l'État. Alors, évidemment, vous voyez, ça veut dire qu'on parle bien de l'intégrité. Et la souveraineté, c'est l'intégrité du territoire. Ce qui veut dire que les mouvements sécessionnistes, vous voyez, les mouvements rebelles, eh bien, sont interdits. Et par conséquent, l'État sera en droit, eh bien, de s'opposer fermement à tout mouvement sécessionniste, puisqu'on veut un État un, et non pas un État ni fédéral, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est un enjeu. Alors, ça pousse à la réflexion. Ça pousse à la réflexion. Est-ce que l'État 1, vu la dimension du territoire, vu les disparités économiques entre le nord et le sud, est-ce qu'il y a pas des choses à trouver, des aménagements? Est-ce que la décentralisation suffit en l'état actuel? Ce sont des questions qui sont demeurées. Voilà. Et je dirais qu'effectivement, on a traité un peu de la décentralisation de la Constitution, mais on est resté dans un stade très rigide, comme dans la Constitution de 1992. La décentralisation, eh bien, on ne veut pas la remettre en cause, elle reste dans les normes de 1992. Voilà. On a peur d'un éclatement du pays. Voilà. Et c'est aussi une préoccupation. Si vous dites que vous, du Nord, vous avez le droit à une certaine autonomie, pourquoi nous de l'Ouest, à Caille, on ne va pas dire, ben nous aussi, nous voulons notre autonomie et après. Alors, comment gérer un Mali eh bien, qui est divisé eh bien, en 6 ou 8 régions, en 8 régions autonomes? Voyez ce qui se passe en Espagne. Et encore, vous avez un pays eh bien, qui est européen, où vous avez une identité nationale très forte. Mais voyez un peu les Catalans. Depuis qu'on parle de leur autonomie, il y a des problèmes en Italie, et du moins en Espagne. Voilà. Donc, en tout état de cause, voilà, vous avez l'article 41 qui, lui, voilà, il ne veut pas changer les choses sur ce point. Voilà. Alors, et en tout cas, cette disposition-là n'existait pas. J'allais dire, c'est même le renforcement de ce qui existait auparavant. Ensuite, un deuxième point quand même, l'exploitation des richesses naturelles doit être assurée dans l'intérêt des générations présentes et futures. Alors ça a donné lieu à beaucoup de débats. Vous savez très bien à propos des richesses d'or. Voilà. Alors, en tout cas, c'est pris en compte ici. C'est pris en compte. Donc, les gouvernants sont ainsi invités à se veiller à ce que cette exploitation profite effectivement au peuple malien et en particulier aux populations où les richesses se trouvent. Voilà. Là, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça n'existait pas dans le texte ancien. Et puis, dernier article, c'est l'article 40 que je vais citer avant, c'est qu'on invite la société civile. Et la notion de société civile n'existait pas non plus dans la Constitution de 1992. Elle n'existait pas. Donc elle est introduite ici. On dit la société civile est appelée à jouer un rôle de protection de la souveraineté. Elle doit assurer une mission de veille citoyenne. Une mission de veille citoyenne, article 40. Donc là, vous avez des nouveautés. Vous voyez, toute une série de nouveautés qui n'existaient pas, effectivement, dans l'ancien texte. Troisième point. Donc je dis, je vais aller assez rapidement. Je regarde, ça fait déjà 18 minutes que je parle. Mais je ne voudrais pas excéder, si vous voulez, eh bien, allez, pas plus de 40 minutes. Voilà. Alors, donc, troisième point, en tout cas, la nouvelle constitution, est-ce qu'elle permettra de lutter efficacement contre la corruption et l'enrichissement illicite? Alors, ici, plusieurs choses que je pourrais également dire. Tout d'abord, première chose, c'est que le préambule, c'est-à-dire le chapeau en début de la Constitution, eh bien, il dénonce déjà la corruption. Là-dessus, sur la corruption, rien n'était dit dans la Constitution de 1992. Voilà. Il dénonce la corruption et l'enrichissement illicite comme des tares qui compromettent les efforts de développement. Et ce préambule ajoute: le peuple souverain du Mali s'engage à entreprendre toutes les actions nécessaires pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez. C'est écrit dans le texte. Alors, évidemment, vous comprenez bien que on va engager des actions.
Voilà. Il y a déjà quelque chose qui a été mis en place déjà depuis 3 ans. Depuis 3 ans, peut-être avez-vous entendu parler de l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'OCLEI. Peut-être en avez-vous entendu parler. Eh bien, effectivement, donc, on va essayer de renforcer les compétences, sans doute, de cet OCLEI pour qu'il puisse encore être plus efficace. Voilà. Mais surtout pour combattre effectivement la corruption et l'enrichissement illicite, il est fait obligation au président de la République, et c'est l'article 56, aux membres du gouvernement, et c'est l'article 79, et aux membres du Parlement, c'est l'article 102, il leur est fait obligation de remettre au moment de leur entrée en fonction au président de la Cour des comptes. Elle n'existe pas encore, elle va être créée donc en principe dans le cadre de la nouvelle constitution. Eh bien, de lui remettre une déclaration de leurs biens. Voilà, au moment où ils entrent en fonction. Cette déclaration était prévue. Elle était prévue, eh bien, dans le texte, eh bien, de 1992. Mais surtout pour le président et pour les ministres. Ce n'était pas prévu pour les parlementaires. Cette fois-ci, c'est prévu pour les parlementaires. On les y ajoute. On n'avait pas marqué, on n'avait rien dit d'autre. La Constitution, le projet de Constitution ajoute des choses nouvelles de ce point de vue-là, en disant que, eh bien, la déclaration est remise au président et ensuite, tous les ans, il y a une mise à jour. Tous les ans. Cela n'était pas prévu. Voilà. Et donc, on va voir de combien vous êtes enrichi entre l'année 2024 et l'année 2025. Voilà. Alors, donc, et ensuite, troisième chose, il est prévu que le président de la Cour des comptes va informer l'opinion que la formalité a bien été remplie. Parce que on l'avait bien inscrit, mais on sait très bien que, par exemple, quelqu'un comme Ibeka est parti sans avoir fait sa déclaration. Voilà. Alpha Makonari l'avait fait, et ATT l'a fait en entrant en fonction, mais après c'était fini. Donc on ne sait pas si dans leur bien ils se sont enrichis ou pas. Donc voilà, désormais une déclaration annuelle. Alors, est-ce qu'on pouvait aller plus loin? Oui, on pouvait aller plus loin. Il avait été proposé que non seulement le président de la Cour des comptes informe l'opinion, mais surtout que cette déclaration des biens soit publiée au journal officiel. Que tout le monde soit au courant. Exactement, dit Pierre. Eh bien, et là, ça a calé. Ça a calé. Ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Simplement que le président de la Cour des comptes, eh bien, informe l'opinion, en tout cas, que la mise à jour annuelle est faite, mais de combien la personne s'est enrichie, on ne veut pas qu'on sache. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. En tout cas, ça avait été souligné. Et bon, mais ils n'ont pas voulu. Voilà. Au final, les rédacteurs terminaux, eh bien, n'ont pas voulu de cela. En disant quel était l'argument, eh bien, les partis politiques vont se servir tout le temps de cet argument de enrichissement illicite pour raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, en tout état de cause, je crois que l'existence de l'OCLEI dont je viens de parler, ça c'est quand même une bonne chose et que ça peut amener vraiment une amélioration. Vous voyez, le vérificateur général, eh bien, qui a existé eh bien, après la Constitution de 1992, eh bien, il a été totalement inefficace. Il fait des rapports, mais il désigne des gens dans telle administration, qui ont fait, qui manifestement ont détourné de l'argent, mais ces personnes n'ont jamais été poursuivies parce qu'on a parlé chaque fois de manque à gagner de l'État. Manque à gagner, mais on n'a jamais dit si l'État a un manque à gagner, qui a encaissé l'argent? Voilà, qui a vraiment gagné dans l'opération? Ça n'a pas été dit et c'est dommage.
En tout état de cause, il y a un article 35 qui concerne maintenant tous les agents. Donc, qui concerne aussi bien les maires, les commandants de cercle, les gouverneurs de région, etc. Et qui concerne tous les ministres. Et c'est un article 35 qui dit ceci: aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanction, user des pouvoirs qu'elle détient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou au profit des détenteurs de pouvoir, des membres de leur famille, d'organismes ou de toute autre personne par favoritisme, corruption, concussion, trafic d'influence et autres moyens. Alors, la concussion, bon, j'ai défini tout à l'heure la corruption, donc l'enregistrement ici, vous voyez bien, mais la concussion, c'est un mot qui n'est pas très connu. Alors, ça désigne le fait d'une personne qui détient l'autorité publique d'exiger d'un particulier de payer une somme alors que la loi ne l'a pas prévu. Voilà. Un maire va vous demander de payer une somme, eh bien, sur, par exemple, telle quantité, eh bien, de 1000 sur telle quantité, alors que la loi ne l'a pas prévu. Alors, voilà, c'est interdit. Voilà. C'est interdit. C'est une forme aussi d'enrichissement illicite. Alors, donc, vous voyez, il y a donc là, eh bien, toute une série de dispositions, mais là, une fois de plus, parfois on aurait pu aller plus loin et on s'est arrêté un peu en chemin. Alors, est-ce que le futur président de la République sera plus responsable devant les Maliens? Sera-t-il davantage responsable de ses actes? Quelles sont les qualités que la Constitution exige de lui? Alors oui, les qualités que la Constitution exige, ben oui, il y a des choses nouvelles en la matière. On lui dit, article 46, il doit être un homme de bonne moralité et de grande probité. Voilà, c'est une condition. Alors maintenant, va se poser la question. Lorsque quelqu'un est candidat, quel va être le travail de la Cour constitutionnelle? Voilà. On n'a pas prévu qu'il appartient, et c'est un peu dommage, vous voyez, chaque fois on met une disposition, mais chaque fois je dis, mais pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Il aurait fallu ajouter que la Cour constitutionnelle vérifie, eh bien, les candidatures sur ces critères. Voilà, ça aurait dû être ajouté. On ne l'a pas fait. Alors, vous voyez bien que vous aviez des choses à discuter. Quand Assimi Goïta vous a dit, prenez le texte de constitution, discutez-en. Et vous n'avez pas discuté de tout ça. Et moi, je ne pouvais rien dire. Ben oui, puisque j'ai participé aux travaux avant. Je suis obligé de me taire. Je ne sais pas, la Constitution, ça a été envoyé ici. Ben? Parmi vous, qui a participé aux discussions, parmi vous là, ben oui. Tu as participé. Bravo à toi. Voilà, si vous voulez, vous voyez, il y avait plein de choses, mais plus importantes que de parler, eh bien, de la langue officielle, le bambara, le français, etc. Il y avait des choses beaucoup plus importantes pour la vie des Maliens. Et nous nous sommes laissés embarquer, puis on a perdu beaucoup de temps dans des discussions, j'allais dire, un peu inutiles. Parce que là, ce sont des questions, voilà, qui engagent vraiment la vie de chacun, très profondément. Bon, alors, donc, ensuite, évidemment, comme je viens de vous le dire, il est obligé de faire la déclaration de ses biens, qui a un certain suivi. Ça peut être toujours bien une porte, en tout cas, à laquelle on pourrait l'attaquer. Et puis, vous savez que l'article 55 donc, prévoit que le président doit prêter un serment. Et dans ce serment, voici ce qui est dit. Le président jure de respecter les biens publics. Il jure de respecter les biens publics. Et le texte continue, en cas de violation de ce serment, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse les rigueurs de la loi. Ça veut dire tout simplement, voilà, que je puisse partir. Donc, ok, ça c'est quand même une avancée parce que ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas dans le texte. Et il a fallu qu'on soit un certain nombre à pousser pour qu'on inscrive le respect des biens publics dans le serment prêté par le président. C'est une nouveauté, parce que si vous lisez le texte du serment de 1992, il n'y a rien dedans. Voilà. C'est juste, je respecter la Constitution
puis c'est tout. Voilà. Et de tout faire, de tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Voilà, c'est tout. Alors, je vais aller un peu plus vite et j'aurais pu parler évidemment de tous les pouvoirs du président et il en a beaucoup. On en a un peu discuté, mais malgré tout, peut-être une des choses quand même à dire, c'est que le président est également responsable pénalement pour tous les crimes et délits qu'il commet pendant l'exercice de sa fonction, mais hors de ses fonctions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le président de la République estime que telle personne est un danger, c'est un terroriste patenté. Et il demande aux forces spéciales de l'éliminer. Ça fait partie de sa fonction, imaginez-vous. Il a ordonné de tuer quelqu'un. Mais voilà un monsieur qui recoule trop auprès de sa fille. Il n'est pas d'accord. Il demande à son garde de tabasser ce monsieur. Ça n'a rien à voir avec sa présidence du président de la République. Dans ce cas, il va répondre de cela devant les juridictions à la fin de son mandat. Voilà. D'accord? Vous voyez bien. Dans l'exercice de ses fonctions et hors de ses fonctions. Voilà. Alors, ensuite, peut-être, qu'est-ce qui pourrait être encore dit? S'il est pénalement responsable, ah oui, c'est surtout le problème de la destitution. Voilà. Donc, ça, on en a beaucoup discuté. On se demandait, mais comment faire pour qu'on n'ait pas de coup d'État? Voilà. Pour éviter le coup d'État, il faut que les représentants du peuple puissent destituer le président. Voilà. Alors, le principe est accepté, peut-être, alors, le texte final, a mis des conditions telles que ça va être très compliqué à mettre en œuvre. C'est ça que voilà, je forme cette critique quand même. Mais le principe est accepté qu'il puisse être destitué. Alors, on était entre deux eaux. Soit c'est trop facile de destituer le président, par exemple. On dit il y a simplement 10 députés qui ne sont pas d'accord avec le président et qui demandent sa destitution. Et immédiatement on met au vote. C'est peut-être trop facile. C'est trop facile. Or, on a besoin de stabilité. Mais si on met des conditions telles que, ah oui, d'abord à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un vote d'une majorité, par exemple, de 4/5. Ensuite, il faut qu'il y ait une enquête. Et puis, ensuite, il faut que ça aille dans l'autre chambre, c'est-à-dire le Sénat. Et que là encore, il faut une majorité de 3/5. Et qu'enfin, on aille devant un congrès qui va réunir l'Assemblée nationale et le Sénat pour se prononcer à une majorité qualifiée encore de 3/5. Ça fait une procédure passablement longue et ça risque de ne jamais aboutir. Et c'est un peu dommage. Donc, on n'a pas su trouver quelque chose de qui soit moyen. Voilà. Là, nous avons, mais c'est déjà un pas qui a été fait. C'est déjà un pas qui a été fait, le fait de pouvoir destituer le président de la République. Voilà. Ce qui existait autrefois, c'était ce qui existait à la manière un peu des Américains, ce qu'on appelait l'impeachment. C'est-à-dire qu'on pouvait décider à un moment donné que le président est empêché. Donc il ne peut plus continuer sa fonction. Là, on dit, voilà. Et alors, d'ailleurs, et c'est précisé cette fois-ci, c'est ça qui est bien. En fait, si le président viole son serment, alors, les députés, les sénateurs peuvent demander sa destitution. Ce qui est une bonne chose, peuvent demander sa destitution. Et comme je viens de vous le dire par exemple, la protection des biens publics, ça fait partie. La défense du territoire national, ça fait partie. Le respect des droits et libertés. S'il se met à emprisonner les gens à tour de bras, tout ça, ce sont des raisons qui peuvent motiver, évidemment, l'opposition ou tout simplement les députés ou les sénateurs à demander la destitution. Voilà. Et donc, le viol du serment, donc, on voit très bien le contenu, c'est ce viol, qui va entraîner donc cette destitution. Vous avez là, en tout cas, des choses qui me paraissent tout à fait intéressantes. Voilà. Et je dis, ça n'existait pas dans la Constitution ancienne. Alors, la question que l'on peut se poser, elle va concerner maintenant
le Parlement. Voilà. Le Parlement, est-ce qu'il va être un véritable représentant du peuple? Alors, donc, comme je viens de vous le dire, dans le projet de constitution, il y aura donc 2 chambres, eh bien, le Sénat d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre. Alors, avant, nous n'avions donc que la seule Assemblée nationale. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si les députés sont tous élus, eh bien, les sénateurs, pour un quart d'entre eux, eh bien, pourront être nommés par le président de la République. Mais qui va-t-il nommer? Il est obligé de nommer des gens dans les catégories suivantes, soit des autorités et légitimités traditionnelles, soit des gens, des Maliens établis à l'extérieur, ou des personnalités en tout cas, qui ont honoré le service de la nation. Voilà. Donc il ne peut pas nommer n'importe qui. Il ne peut pas nommer n'importe qui. Et je trouve que c'est quand même, c'est une manière de dire qu'en fait, eh bien, on veut représenter les couches sociales les plus diverses possibles du Mali. Voilà. Et bon, vous savez que les autorités traditionnelles ont toujours trouvé qu'on les mettait trop de côté alors qu'elles contribuent à la résolution des problèmes. Et donc, eh bien, de les intégrer de cette façon dans le processus, ce n'est pas si mal. Je trouve que c'est une petite avancée. Voilà. Je fais remarquer que en Égypte, mais ça c'est, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, en Égypte, autrefois, eh bien, ils avaient donc un Sénat, eh bien, de 134 membres à peu près, et 84 étaient nommés par le président. Ça faisait plus, c'était la majorité qui faisait partie de... Bon, là peut-être qu'on allait un peu trop loin, mais un quart, imaginez tout simplement que nous faisons 100 sénateurs maliens. Donc on va dire un quart, eh bien le quart de 100, c'est 25. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Eh bien que 25 personnes puissent être nommées, eh bien, parmi les Maliens de l'extérieur, les autorités traditionnelles. Donc ça va apporter en tout cas un point de vue lors des discussions qui sera un peu différent du ronron que l'on entend habituellement. Voilà. Voilà, eh bien, si vous voulez, ce que je pouvais dire sur ces points. Alors, maintenant, après le Parlement, rapidement, eh bien, est-ce que nous pouvons avoir une meilleure justice? Alors, là aussi, il y a toute une série de dispositions qui ont été prises. Alors, par exemple, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui est chargé, eh bien, de sanctionner les magistrats qui sont convaincus de corruption, etc. Voilà. Donc, qui ont contrevenu à la déontologie, selon la formule classique. Eh bien, avant, ce Conseil supérieur ne pouvait être saisi que ou bien par le président de la République, ou bien saisi par le Premier ministre, ou par le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il est ainsi que tout citoyen peut le saisir. Voilà. J'estime que la justice qui a été rendue, en ce qui me concerne, n'a pas été bien rendue. Eh bien, je peux contester et demander que tel juge soit personnellement sanctionné. C'est une protection supplémentaire. C'est tant mieux. Ça fait partie des enjeux, exactement. C'est quand même, effectivement, quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis, il y a un article 133 qui a été introduit qui dit ceci. Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance, d'impartialité et de probité constitue une faute professionnelle grave, passible des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires. Bon, ça n'existe pas, c'est un produit qui n'existait pas autrefois. Voilà. Ce sont donc des nouveautés qui essayent de répondre à notre préoccupation. On veut une justice moins pourrie. Voilà. On veut une justice bien, plus équitable. Toutes les autres dispositions existaient déjà lorsqu'on parle de droit à un procès équitable. Bon, c'était déjà inscrit. Bon, on dit que le délai du jugement doit être un délai raisonnable. Cela existait déjà aussi. Bon,
ça a été repris bien sûr et maintenu. Alors, le dernier point par lequel je voudrais terminer, parce que ça fait déjà 40 minutes, voilà, 40 minutes que je parle, donc pour terminer rapidement, oui, que dit de l'administration? Alors, en fait, je vais parler de l'administration et des forces armées. Alors, tout d'abord, dans la Constitution de 1992, il n'y avait rien de très spécifique sur l'administration. Il y avait juste une phrase qui disait « Le gouvernement dispose de l'administration ». C'est tout. Cette fois-ci, il y a tout un petit titre avec 4 articles qui sont consacrés à l'administration. Et voici ce qui est dit. Premier article, il dit « L'administration accomplit des missions d'intérêt général ». Ensuite, deuxièmement, elle participe à la promotion du développement. L'administration doit concourir au développement du Mali et non pas seulement être là pour attendre un salaire à la fin du mois. Vous devez travailler pour le développement du Mali. Troisième article, les agents de l'administration doivent adopter un comportement respectueux des règles d'éthique et de déontologie, d'intégrité et de probité morale. Voilà. Et enfin, en se tournant cette fois-ci vers l'État d'ailleurs, l'État veille à inscrire le recrutement des agents dans le cadre de procédures transparentes. Voilà. Même pour entrer dans la fonction publique, oui, que l'État fasse aussi que ce soit transparent et non pas des concours biaisés. Voilà. Donc, c'est inscrit dans la Constitution. Alors, pour l'armée, alors 2 articles, elle est chargée de la défense de l'intégrité du territoire national, de la protection des personnes et des biens, du maintien de l'ordre public et de l'exécution des lois. Et dernier article, l'armée, les forces armées sont au service de la nation, elles sont républicaines, apolitiques et soumises à l'autorité politique. Voilà. Donc, en principe, apolitique, ça signifie que l'armée, elle ne doit pas se mêler des affaires, politiques, tout simplement. Voilà. Alors, après, le coup d'État est un crime imprescriptible. Alors, là, nous avons un problème, effectivement, nous avons un problème. Le crime imprescriptible est inscrit dans la Constitution de 1992. On l'a repris, dans le montage de l'avant-projet. La formule que j'ai trouvée, je vais vous la lire tout à l'heure. Elle est un peu mitigée là-dessus, voilà, sur le crime imprescriptible. Elle devient un peu mitigée. Bon, voilà, si vous voulez, ce que j'ai essayé de vous transmettre, c'est que oui, il y a des choses sur lesquelles les besoins, les aspirations du peuple malien ont été entendus. Il y a eu des avancées, parfois qui paraissent importantes, mais d'autres fois, on aurait pu aller un peu plus loin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je veux dire, et qui est quand même importante également, c'est que, évidemment, il s'agit d'un projet. S'il est adopté, ça devient la loi qui va s'appliquer aux Maliens. Mais est-ce que la Constitution de 1992 était mauvaise? Pas tant que ça. Donc le problème qui se pose en réalité, c'est la mise en œuvre, c'est l'application. Donc, si on inscrit tout ça dans le texte constitutionnel, mais qu'on ne l'applique pas, on va retomber dans les mêmes travers. Voilà. Donc, si bien que moi, mon appel est chaque fois de dire, oui, que chacun exerce sa compétence avec la conscience la plus profonde possible de service des Maliens. C'est mon vœu. Et si chacun fait cela, à ce moment-là, on appliquera correctement la Constitution et elle sera efficace. Et ce qui est inscrit ne va pas rester simplement des vœux pieux, mais ça va permettre aux Maliens de mieux vivre, de mieux s'entendre et également de provoquer le développement économique et social dont notre pays a besoin. Voilà. Merci.